Yo. Ah, le web, c'est certainement le point de départ le plus fréquent quand on commence dans la cybersécurité offensive. Très abordable techniquement, des résultats souvent visibles et rapides à obtenir, un volume incroyable de ressources, de challenges et de plateformes, des récits de bug bounty avec des récompenses à 6 chiffres. Y a pas à dire, ça fait rêver. Mais comme dans toutes les ruées vers l'or, il faudra faire gaffe à ne pas aller droit dans le mur, face à une horde de petits génies venus de tous bords, en faisant les bons choix pour notre futur. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Parfait. Eh bien écoutez messieurs, on est parti pour cette deuxième partie, qui s'intitule donc Démarrer et réussir dans le web d'aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà avec le parcours pré-sécurité, parce qu'il me semble quand même que nous sommes dans une spécialisation de l'IT. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu recommanderais comme parcours avant de démarrer en sécu? Ça dépend tellement de là où chacun se trouve actuellement. Si c'est un public étudiant, ben, ça va être, essayer de faire, le taf en cours pour pas avoir de problème et essayer de creuser un maximum de technologies, de frameworks, un peu de CTF. Le meilleur conseil étant de pas avancer tout seul. Enfin, en tout cas, celui que moi je puisse donner, c'est vraiment se trouver, une pote qui soit, curieux ou passionné, essayer d'avancer ensemble sur, comprendre des trucs. Essayer juste d'ingurgiter un maximum d'infos parce qu'au début, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, moi j'avais vraiment été bloqué sur, bah super, je sais faire, une XSS, une SQLi, mais, sur des failles un peu plus complexes, c'est perdu et petit à petit on apprend à apprendre, on apprend à se débloquer et il y a un moment où on a fini par avoir suffisamment de billes pour, je vais pas dire jamais, mais 99 du temps arriver à se débloquer tout seul et avec ou avoir les bons contacts, dans les quelques pourcents restants, où il y a des edge cases vraiment bizarres. Donc ouais, team up avec quelqu'un, et faire ça et si c'est quelqu'un qui est plutôt en réorientation, je pense qu'il y a quand même vraiment un cap à prendre et dans ce cas, ça peut passer par une formation, que ce soit du Burp, que ce soit, enfin du Burp Suite pardon, du Portswigger, que ce soit, OSCP c'était web, maintenant c'est web et AD, Active Directory, donc je pense qu'il y aurait des choses un peu plus, heu, middle et après il y a tellement de plateformes de ressources. Le meilleur tips, attendez pas que l'école vous aide à être bon en sécurité, faites des trucs, avancez. Si on pouvait apprendre à quelqu'un à devenir un pirate, tout le monde serait un pirate, donc tout le monde corrigerait les mêmes failles, donc personne ne serait un pirate. Donc ça peut être que des parcours un peu atypiques, bizarres, même s'il y a les écoles d'ingé ou UT ou même autres, pour avoir des bases, ça vous donnera des bases en tech, ça vous donnera des bases en IT, ça donnera des bases en sécu web, d'où on vient, qu'est-ce qui existe, mais ça dira pas, voilà ce qu'il faut. Il y a pas de parfaite petite recette pour être un bon pirate. Là, tu es parti directement dans le champ sécurité. Ma question, c'était plus sur avant, en fait, la sécu. Je pensais Ah! vraiment, tu vois, à la partie dev, en fait, à la partie, IT, classique, on va dire le tronc commun en IT classique. Donc OK, on va garder, ce que tu viens de dire effectivement pour juste après. Ouais. Pour la partie dev, ça dépend, il y a de tout. On est dans un monde où il y a tellement de parcours dans tous les sens. Il y a des personnes qui vont commencer directement en sécu et donc le début va être un peu chaud. Il y a des gens qui vont plutôt préférer avoir un parcours dev ou admin 6 et en ce cas, ça ouvre différentes portes pour la partie pentest qui peuvent être, je sais pas, il y a tellement de manières d'y arriver. Pour moi, il y a quand même quelques bases qui sont nécessaires d'avoir. Je dis pas forcément qu'il faut avoir pratiqué en pro, de toute façon, c'est pas mon cas donc j'aurais pas de légitimité. Mais essayer de s'introduire dans un écosystème où il y a plein d'outils, où il y a plein de choses, à mon sens, il faut au moins avoir fait maîtriser à peu près un langage, savoir en lire 3-4 et être au fait de ce qui se fait, point de vue conteneurisation, point de vue un petit peu infra, des bases, réseau aussi. On peut pas, enfin on peut, mais ça va très vite, être problématique, se lancer dans la sécurité, sans savoir ce que c'est qu'une socket ou TCP, UDP ou IP, c'est courir vers des failles haut niveau sans comprendre ce qui se passe derrière, je pense. Et dans ce tronc commun, tu as des, alors je me rappelle plus par quoi tu es passé toi, mais est-ce que tu as des diplômes particuliers que tu recommandes ou voire même des certifications, particulières vraiment sur la branche, IT? Alors, ce que j'ai fait moi, c'était une école d'ingé. C'était intéressant pour la partie maths, physique et autres. En informatique, ben, je faisais déjà un peu de RootMe.
Donc j'ai continué à faire du RootMe et les cours m'ont pas forcément beaucoup plus aidé. Par contre, bon, clairement, il y a des profs qui ont du contenu, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui vont donner l'envie d'apprendre plus que donner du savoir. Vraiment donner l'envie d'apprendre. Ça, c'est cool. Donc ouais, c'était école d'ingé avec diplôme. J'ai pas mal de collègues qui travaillent aussi en sécu ou autre chose, qui n'ont pas de diplôme ou qui sont restés à un bac, ou des fois un bac plus 1 ou plus 2, mais un peu anecdotique, genre un certain Quentin en biologie. On peut très bien être bon et avancer en sécu sans avoir, même si c'est dur en France, je le reconnais clairement, sans avoir de diplôme, il y a toujours le bouche à oreille. On est tellement dans un milieu, on a la chance d'être dans un milieu qui est en pénurie de main-d'œuvre et de connaissances, que pour le peu qu'on arrive à montrer un peu qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait faire des trucs pas trop mal, les diplômes pourront être un frein pour avoir les salaires nets plus ultra, surtout dans le public, mais dans le privé, quelqu'un qui vous veut, qui sait que vous avez les compétences, le reste, on s'en fout. Hein. Et bon, on s'en fout. Des boîtes s'en foutent, mais bien sûr, est-ce que vous, à supposer que vous n'ayez pas de diplôme, vous voulez rejoindre une boîte qui jugera sur ça, bon, moi ça me ferait pas trop plaisir non plus. Justement, point de vue formation, si jamais bon, je suis une école qui n'est pas du tout spécialisée dans le réseau, ou alors si je suis complètement en reconversion, mais je décide de faire ça en autodidacte, est-ce que tu aurais des petites astuces à nous filer, ou est-ce que tu connais des plateformes qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Les plateformes, il y a les basiques. Donc là, on parle toujours avoir des bases un peu dans tout, ou on parle... Ouais, un petit peu dans tout qui va nous pas amener encore les plateformes sécu. vers la sécu, quoi, en fait. Il y a une plateforme que j'ai poncée il y a très longtemps pour ne serait-ce qu'avoir des bases dans tous les langages et savoir lire, juste apprendre à lire. Les BABA, c'était SoloLearn, qui était pas mal. Il y a eu un petit peu de Site du Zéro, puis Open Classroom quand ça a été renommé, mais c'était assez peu. J'ai vraiment bien accroché le format mini-jeu de SoloLearn, et du coup, derrière, il y a des langages, des frameworks, et on peut poncer, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de cours. Même en faisant que la partie gratuite, c'est largement assez pour savoir se dépatouiller dans pas mal de cas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, il y a pas mal de guides plus exhaustifs sur la partie réseau, sur la partie admin 6, qui pour le coup ne sont pas sur cette plateforme. J'en ai pas un en particulier à donner. Chaque époque a vu ses bonnes plateformes, pépites, et puis ça s'est plus ou moins arrêté, ou c'est devenu obsolète parce qu'il y avait mieux. Ouais, j'ai pas une ressource en particulier. Je sais qu'il y a quand même quelques résumés de RFC de Portsmeyer, je vais peut-être mal dire, qui sont assez qualitatives parce que, une fois de plus, il y a le trade-off de je suis humain, il y a beaucoup de données à ingérer et je suis pas capable de le faire. Donc trouver des résumés décents pour avoir une vue d'ensemble de ce qui existe et ensuite pouvoir, quand le besoin se présente, savoir où piocher, c'est gold. Et il a fait pas mal de vidéos pour la Contia Plus, je crois. Eh bien, aussi ça, pour la je CH. savais pas. Je savais pas, regardez pas. Je crois savoir. Ok. Je suis plus tu as parlé aussi des langages, tu as dit tout à l'heure, maîtriser un langage, ça va en lire 3 ou 4 autres. Si tu avais des conseils justement à nous donner, quel langage en priorité il faudrait apprendre? Sur quoi je dois focus mon attention? Des schizophrènes, faites tout. Non, concrètement, je pense qu'en avoir un où on est vraiment... C'est le couteau suisse, il faut être rapide, il faut pouvoir faire du tooling vraiment efficace. C'est nécessaire. Après, ça peut être ce qu'on veut. Mais on sait que faire du tooling rapide et efficace en C, ça va être compliqué. Même si c'est du tooling qui va pas tâter, ça va être long. Je pense que des langages haut niveau, donc ça peut être... Moi, c'est Python comme beaucoup de monde. Encore que pour certains cas, j'aime bien avoir du Golang. C'est vraiment, c'est à chacun son truc. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de l'UA ou de PHP. Autant PHP, je refuserais d'en voir en prod. Autant si c'est quelqu'un qui me dit juste je fais mes scripts que je lance localement parce que ça me permet de générer facilement parce que je le connais déjà. Ok, fine. C'est pas quelque chose qui est exposé, t'as pas de contraintes là-dessus. Pourquoi pas. Donc ça c'est un. Et après, il y a quand même le monde de pré-sécu, donc le monde de la sécu, où on rejoint une boîte, soit un client final et on a une stack mais qui peut avoir plein de langages différents, soit on vient une boîte de conseil et en ce cas on a plein de langages différents à tester. Moi de mon vécu ça a été
à être au courant le samedi ou vendredi qu'on a une mission la semaine d'après. Sur une techno qu'on connaît pas, on nous dit vaguement ouais, ce sera un peu ça. Et il faut regarder. Et des fois c'est la bonne techno et tant mieux, et des fois c'est pas la bonne techno, et du coup il y a entre le lundi matin et le lundi matin pour devenir expert dans cette techno. Donc plus que connaître plein de langages, en connaître quelques-uns et avoir compris les principes de base pour arriver à faire les passerelles de l'un à l'autre très vite. Et ouais, arriver à en lire beaucoup et s'imprégner de la syntaxe et essayer de se mettre dans le bain très vite. Savoir faire du hot swap presque. T'as pas l'air fan du tout du PHP, mais non. maintenant, si je me place d'un point de vue d'attaquant, le PHP, c'est quand même quelque chose qu'il faut que j'apprenne. Parce que bien sûr. va y avoir pas mal de failles. Mais côté développeur, il faut l'apprendre aussi, parce que c'est là, et qu'actuellement, si quelqu'un se dit « je vais faire toute ma carrière sans toucher à PHP », bah, c'est soit qui vraiment arrive à défendre ses convictions et c'est beau, soit c'est quelqu'un qui est suffisamment bon et pointu dans son milieu qui fera que ça. Mais un développeur qui va évoluer un peu au fil de sa carrière, il va devoir faire un patch sur un vieux truc legacy, il va devoir modifier ou aider un collègue, il va devoir travailler en équipe. On ne choisit pas la stack sur laquelle on arrive quand on est embauché dans une entreprise. On peut choisir une entreprise en fonction d'une stack, mais les premiers emplois, souvent, c'est ah, tiens, il y a un travail, ah, j'arrive. Si jamais maintenant je me focus pour aller en cybersécu, en priorité, quel langage je dois apprendre? Tu vois, parce que finalement, bon, ok, le PHP c'est plein de failles, il faut pas en faire pour la prod, etc. Le Python, c'est bien parce que ça nous permet d'automatiser. Golang, c'est ce que tu as dit. Mais si moi je commence et que je me focus pour la cyber, je commence par quoi? La réponse que tu veux entendre, c'est Python, je présume. Non, même pas. Je sais pas du tout. La réponse la plus classique, c'est Python, mais il y a quand même donc parce que c'est pratique, on peut prototyper vite, on peut tout faire avec. La quasi-totalité des outils sont en Python. Enfin, beaucoup d'outils d'offensif sont en Python, donc c'est quand même super utile de pouvoir dire bah tiens, il y a un truc qui marche pas, je lis le code, je comprends, je le patch et voilà. Sauf que si on fait ça, on est tous bourrons en Python et on passe à côté de manières de penser ou d'approches qui sont très pertinentes. Moi, mon conseil, c'est pas prenez tel langage parce qu'il est bien. C'est ayez des bases en Python parce qu'en sécu, vous y couperez pas de toute façon. Mais c'est plutôt essayer d'avoir un langage que vous aimez bien, que vous maîtrisez sur le bout des doigts, avec lequel vous pouvez tout lire rapidement. Et ensuite, on peut tout faire avec tout. C'est de l'informatique. Il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés, mais on peut tout faire avec tout. Et par exemple, si on veut en sécu aller faire des attaques par désérialisation, c'est tellement inhérent au langage que si mon backend c'est du PHP, je ferai du PHP. Si mon backend c'est du Java, je ferai du Java. Si mon backend c'est du Ruby, je ferai du Ruby. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut juste faire avec. Il n'y a pas de... Enfin, après, bon, pour tous les prototypés... rapidité Python, fiabilité, maintenabilité et performance Golang, parce que ça se script rapide. Il y a des gens qui seront peut-être plus à l'aise avec Java ou Ruby, pourquoi pas. Il y a des gens qui aiment bien faire du Node, pourquoi pas aussi. C'est tout ce qui est maîtrisé. En fait, il n'y a pas le bon outil, il y a le bon outil pour la bonne personne. J'ai connu des gens qui faisaient des trucs incroyables parce qu'ils avaient recodé tout leur écosystème en PHP. Ça me fera pas aimer PHP, mais cette personne maîtrise et est ultra apte à faire des choses rapides et efficaces. On avait vu qu'il y a des nouveaux langages qui apparaissent ou entre guillemets qui sont plus récents que d'autres. Est-ce que tu peux considérer que certains langages sont bientôt morts, quoi? Et est-ce qu'il y a d'autres langages qui par contre sont bulletproof, quoi? C'est super sécure et qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Je pense qu'il y a un peu de ça. Déjà, pour voir quel langage va bien ou va pas, on regarde les Google Trends et on se rend un peu compte de l'état des dégâts. Je pense qu'il y a des langages qui devraient être enterrés et qui ne le sont pas, et des langages qui mériteraient d'avoir plus de visibilité et qui ne l'ont pas. Donc pour moi, il y a... pour moi, il y a vraiment que PHP qu'il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, point de vue sécu, ça ne fonctionne pas et il y a trop de permissivité et trop de flexibilité dans tous les sens. Après, il y a des langages qui me semblent décents mais qui auraient besoin d'un gros coup de clean-up pour être viable point de vue sécurité, à savoir Java, JavaScript, Ruby, enfin tout ce qui est un peu trop, même Python, tout ce qui est un peu trop manipulable. Par contre, après, si on passe sur du Golang, du Rust,
Il y aura moyen de faire des choses, mais c'est quand même vraiment plus béton. On finit avec un binaire qui a été compilé. Du coup, on va pas forcément avoir de fichiers qui se baladent. Même si on arrive à faire réécrire un fichier quelque part, on va pas réécraser des sources parce que c'est un binaire qui l'est exécuté, donc on peut pas. Il y a des file handlers dessus, on peut pas le supprimer. Enfin, à moins de faire des vraies bizarreries de l'enfer. C'est strippé, donc un attaquant qui arrive à fuiter le binaire, faut qu'il fasse du reverse engineering pour avoir les sources. Il y a quand même des approches qui pour la sécu sont plus puissantes, mais c'est un trade-off. Est-ce que j'ai de quoi payer des humains qui vont faire du code qui sera plus lent à écrire, parce qu'il y a quand même un skill cap à prendre. Si la boîte elle a même pas le temps de naître et d'arriver sur le marché avec un produit avant de faire faillite, prenez du Python, du PHP, faites ce que vous voulez. Le problème c'est pas la sécu, le problème c'est être rentable pour essayer de durer et ensuite peut-être de se dire 2 ans plus tard, est-ce qu'on se referait pas une petite stack en Golang là. Ok. Mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont vraiment de l'avenir. Golang Rust, j'y crois. Nîmes pour des cas particuliers, pourquoi pas. Python, je pense que ça a sa place et ça aura encore sa place et c'est très actif. Et est-ce qu'il y en a qui sont terminés? Il y en a qui sont quasiment terminés. Comme je voyais dans le chat tout à l'heure, il y avait des COBOL, Fortran et autres. C'est terminé. Alors ouais, la réponse à la question précédente m'intéresse beaucoup parce que je suis moi-même très noob en web. Cette partie pré-sécurité, je l'ai pas forcément faite. En fait, j'ai pas appris de langage réellement. J'avais fait un tout petit peu de pseudo C# à l'époque où je bidouillais sur Unity. Et ensuite, j'ai fait un petit peu la base HTML, tout petit peu de JS quand tu passes au SCP, t'es un peu obligé, un peu de Python, un peu de PowerShell. Mais tu vois, j'ai pas de langage principal, donc toi tu dirais, Python ça a l'air d'être une bonne base en offensif aujourd'hui, assez polyvalent. Offensif aujourd'hui, c'est Python pour la plupart des outils parce que c'est facile d'accès, que tout le monde en fait et qu'il y a plein de librairies pour supporter tout ce que tu veux. Golang, si tu veux un beau truc qui soit juste fonctionnel et basta, t'as un binaire que tu télécharges, l'écosystème est beau, nouveau, shiny, et ça fonctionne bien. Ça a été prouvé vraiment. Project Discovery et leur montée fulgurante en est la preuve. Il reste toujours du Metasploit qui lui est full en Ruby et c'est pas déconnant, c'est des beaux choix technologie, c'est structuré, c'est bien. Et un autre incontournable, et je vois ça dans le chat et ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir, le Bash Kung-Fu, on refait le monde avec Bash. Bash et du multicurseur. Je vois des fois des développeurs, des amis qui vont faire un script de 15, 20, 50 lignes pour essayer de modifier un format de données pour que ce soit ce qu'ils veulent, alors que un cat mon fichier pipe JQ filter grep inversé tout ce que tu veux, il y a moyen de faire du bash kung fu, du code golf et d'avoir un gain de temps énorme entre ça et le multicurseur. Franchement, faire un find sur sa machine Linux et regarder ce que font tous les binaires, incroyable. Toi, ton expérience à ce niveau-là, au niveau pré-sécurité, tu nous as dit que tu avais fait rapidement de la sécu quand même. En école, par exemple, tu as commencé par quel langage? À l'école, alors je sais, j'ai eu en lycée un tout petit peu de Python pour la partie option, mais c'était vraiment anecdotique. Je m'amusais à faire vite fait des snakes sur les calculettes en casse, je sais même pas ce que c'est. Et ensuite, il y a eu pas mal de... Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout premier, c'était Java chez mes grands-parents. Tu sais, c'est l'été et tu t'ennuies un peu et tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, je me suis dit, Java, j'ai fait les deux premières pages, un Hello World, faire une classe. J'ai fait, ok, le Java, ça va, je vais faire des applications Android. Et je me suis éclaté les dents dessus pendant 1 an à ne pas comprendre ce qui se passait parce qu'il y avait du XML, des views, de l'héritage, des choses comme ça, de la surcharge, des prototypes de signal. Horrible. Vraiment, j'ai fait des applis buggées comme jamais. Donc j'ai commencé par le Java, mais assez vite solo learn. Et là, ça a été le speedrun de combien. Non, c'était de la boulimie. C'était de la boulimie. Apprendre tous les langages, autant de frameworks que possible, et essayer d'être opérationnel. Sachant qu'on peut pas tous les apprendre, mais actuellement, il y a quand même moyen de se dépatouiller avec 95% de ce qui se fait. On va changer un peu de cas, pas forcément parler d'école ou quoi que ce soit. Plutôt côté reconversion, on voit pas mal de personnes qui se reconvertissent. Quand on est passé à l'ESNA, on a vu des gens qui sortaient de pharmacie, par exemple, donc rien à voir. Mais si on se recible un peu sur des métiers, on va dire, techniques, tu vois, sur des domaines un peu annexes à l'IT, on va dire,
Par exemple, je prends un exemple, on sort d'études en industrie, sur de l'IoT, sur des drones, du Web3, etc. Est-ce que ça va me faire un bon socle de connaissances et je vais facilement pouvoir passer au côté sécurité? Ou est-ce que finalement la sécu c'est quand même un morceau qui est à part entière et je vais devoir reprendre des études complètes en sécurité? Est-ce qu'il y a un transfert qui se fait comme ça de compétences? Oui, parce que de toute façon, il y a un socle commun de tech qu'il faut avoir et sans lequel on peut pas avancer. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas. Après, c'est plus. Il y a sécu et sécu. Il y a des gens qui vont faire de la sécu et ils vont cliquer sur des boutons et lancer des scans automatisés et ils feront de la sécu. Des gens qui vont voir, qui vont être au SOC, qui vont recevoir une alarme, ils vont dire bon, bah, il y a des logs, ils vont aller se mettre sur la machine, creuser un peu avec Splunk et c'est de la sécu. Donc pour ça, je pense pas qu'il y ait besoin d'une formation plus poussée si on est tech, quoi. Après, si on veut faire de la sécu ultra poussée et essayer de vraiment se frotter à de la tech, trouver des zero day, aller faire du pen test avec une attente de résultats en un temps limité, là, faut avoir un petit peu de passion, faut avoir du temps pour creuser, pour essayer de trouver un maximum ouais, il faut un bridge. Faut en faire en perso, soit en ayant pris une pause dans son taf, soit en dehors du taf pour arriver à des minimums opérationnels. Ou accepter, même en reconversion, de se faire recruter en maxi junior avec le salaire de maxi junior, parce que voilà, on arrive à nouveau dans un nouveau milieu et d'ailleurs, c'est beau pour ceux qui arrivent à se réorienter, passer quelques années, parce que c'est exigeant la sécu. Sécu et IA, je pense que c'est parmi les et SRE, ça être Reliability Engineer, si toute la plateforme qui dépend, qui est sur les épaules de ces gars-là. Donc, je pense que c'est les 3 thématiques les plus exigeantes en termes d'investissement personnel, je vais dire charge mentale, mais en vouloir. Il faut rester à jour. Écoute, on a fait le tour, je pense, de la partie pré-sécurité, entre guillemets. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Cette fois, on arrive du point de vue du hacker web junior. Ok, donc on est là pour vraiment apprendre la sécurité et aller décrocher le premier poste. Donc admettons, j'ai tout ce qu'il faut en termes de base web, je connais à peu près les infras, comment ça fonctionne et tout. Je sais dev dans un langage, je sais lire, comme tu as dit, 4 langages à côté. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Comment est-ce que je fais pour me mettre à la sécu? C'est la partie, donc c'est bien la fin de la section précédente. C'est, OK, j'ai des connaissances décentes. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est arriver à le montrer, à les exploiter et à gagner en efficacité. Donc, il n'y a pas de secret, hein, c'est lire des write-ups, c'est passer du temps sur des plateformes. Faites-le pas tout seul parce que c'est un coup à devenir asocial et triste. Mais trouver des amis et grind des plateformes, grind des CTF. Essayer de se donner pour monter en compétence sur ça. Ou alors, plutôt mettre un maximum aussi dans la veille techno, parce qu'on est des humains, on peut pas réinventer ce que tout le monde a trouvé pendant des années et des années. Donc il faut essayer d'emmagasiner un maximum de connaissances. Donc des write-ups de bug bounty, des write-ups de CTF. Il y a pas mal aussi, il y a un GitHub qui a une grosse collection de rapports de pentest en public. Et ben on git clone et puis on lit les PDF et on regarde comment les gens font et qu'est-ce qu'ils trouvent et tiens, ça implique ça, super. Faut se prendre par la main et forcer un peu. Et est-ce que je dois cibler des diplômes particuliers ou est-ce que je vise des certifs? Genre, je sais pas moi, je fais JPT, OSCP, c'est parti. Réponse à 2 niveaux. Les certifs, ce sera super bien pour passer la barrière des RH qui connaissent les certifs et les mots-clés, voire même qui automatisent le tri en fonction de ça. Pour du bouche à oreille ou des connaissances, ça, si on sait que la personne est bonne, avec ou sans certif, peu importe. Et moi, faire des formations, essayer de monter en compétences et s'investir sur des domaines. Moi, je sais que je vais en faire des formations sur la partie Kubernetes Helm vraiment avancée. Même s'il n'y a pas de diplôme, je m'en fous. Je veux juste savoir ce qu'il y a dedans. Je veux comprendre comment ça marche. Et j'ai un peu du mal avec toutes les formations qui sont un espèce de pas pay to win, mais payer pour avoir accès aux connaissances, puis ensuite pour avoir une chance de peut-être l'avoir si tu tombes sur un lab qui est pas trop bizarre, parce qu'on peut tous choke.
Donc je vais le dire clairement, hein, j'ai à la fois des amis qui sont heureux dans leur métier en sécu, qui n'ont pas de diplôme, et moi je me fais plaisir et je pense prétendre à un niveau qui est pas déconnant en web, même s'il y a infiniment meilleur, hein, il y aura toujours. J'ai aucune certif. J'ai aucune certif parce que ce concept-là m'embête. Et j'ai aussi un peu peur de choc sur une certif, donc ça m'arrange bien de pas être pour ce système. Mais non, je trouve ça vraiment. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Devoir payer pour accéder. Non. Devoir payer pour passer une barrière RH, non. Payer parce que quelqu'un a un temps limité et des connaissances à t'apporter, oui. Mais les formations avec un diplôme à la fin, moi, ça m'embête. Comme tu parlais du fait de peut-être connaître des gens, ce genre de choses, tu as peut-être des conseils à donner pour les plus jeunes ou ceux qui sont en reconversion pour le réseautage, faire des connaissances, comment ça se passe? Alors il y a un Discord, ça s'appelle ActBack. Non, on a, vu qu'on est en informatique, on a des gens qui savent faire des réseaux. On n'est pas les meilleurs en communication humaine, j'entends, mais on a Discord, Twitter, il y a des streams, on n'arrive pas dans la... Sauf cas exceptionnel, on n'arrive pas dans la sécu sans avoir au moins un ou une pote qui est dans la sécu. Cette personne-là est arrivée dedans de la même manière. Bon, bah, à moins de s'être brouillé avec cette personne juste après qu'elle vous ait donné envie de faire de la sécu, il y a moyen de communiquer et d'essayer de faire copain-copain et de faire des choses. Et non, il y a toujours moyen d'avancer. Et quand on commence à se rapprocher de ce milieu-là, que ce soit en école ou en pro, bah, on trouve d'autres personnes qui ont les mêmes appétences. Donc ça devient de plus en plus simple pour essayer d'avancer et de team up et de faire encore plus de choses. Et si ça marche pas, eh ben, on regarde les articles qui nous plaisent, on contacte le chercheur en disant « Hello, j'ai lu ce que tu as fait, c'était super. Est-ce que on pourrait échanger ou est-ce que tu as essayé telle approche ?» Et voilà. C'est cringe, c'est super cringe au début, mais c'est comme ça qu'on se fait des potes. Moi, il y a Poda, je pense que c'était sur le Discord de RootMe. Niche Acid, qui est une personne que j'apprécie beaucoup aussi, c'est parce que je cherchais il y a un pote que j'ai pris sous mon aile pour l'aider à rejoindre la sécu justement, qui était sur Grenoble et qui n'avait pas de connaissances en sécu sur Grenoble. Bon, un appel Twitter, hello, il n'y a pas quelqu'un qui serait dispo pour onboarder un copain qui est gentil comme tout. Et Niche Grenoble, il répond et c'est comme ça qu'on fait de la commu. Comme ça, ouais. Soit des bouteilles à la mer, soit juste tenter des trucs, soit pote de pote, je pense. Très bon conseil. Je suis tout à fait d'accord et il faut connaître des gens, essayer de se mettre à la colle avec d'autres personnes qui ont la même passion. Yes. Je vais recentrer un petit peu maintenant sur la partie technique du sujet. Et tout à l'heure, on parlait des attaques en web. Mm-hmm. Et maintenant, bon, j'ai appris un petit peu. J'aimerais bien être un junior en cybersécu. Toi, qu'est-ce que tu me conseillerais comme maîtrise d'attaque? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je maîtrise? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour s'amuser? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour pas rendre un rapport de pentest vide si on est en mission? Plutôt ça. Est-ce qu'on est dans une boîte qui va gérer des PME ou des grosses structures? C'est d'ailleurs pour cette erreur, je suis désolé. Les classiques, déjà, faut être quand même un peu au fait sur le WASP. Déjà, parce que si c'est là, c'est que c'est présent, il y a des faits derrière, il y a quand même plus de failles de ce type-là que les autres en pourcentage. C'est aussi important d'avoir le WASP parce que, à supposer, dans un début de carrière, et Dieu sait que ça arrive au début parce qu'on ne peut pas être chaud bouillant en commençant sa vie professionnelle, on ne trouve pas grand-chose. Donc c'est important de dire on a testé ça. Donc connaître les failles les plus classiques, ne serait-ce que pour itérer sur ce qu'on a testé, à supposer que l'application soit bien hardenée, on en a besoin. Ensuite, et après il y a des classiques. En fait, plus que par catégorie de failles, je pense que c'est un peu plus intéressant de raisonner sur quelle primitive je vais avoir. À savoir, est-ce que je vais pouvoir lire un fichier, écrire un fichier, atteindre un engin de rendering? Est-ce que je vais pouvoir forcer ce composant à interagir avec un autre composant, donc avec de la server-side, request forgery, peu importe les wrappers? Est-ce que il y a la donnée qui est modifiée avant d'être réaffichée ou utilisée? Ça va vraiment essayer de voir tous les comportements bizarres. Je pense qu'en essayant de se focus sur une faille, même si c'est important d'avoir un peu les béabas dans chacune des failles,
Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir plus une vue d'ensemble et voir itérer toujours sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je veux essayer de faire à l'application. Et continuer tant qu'on n'a pas rejoint les deux côtés. Alors, ça fait déjà 2-3 fois là que tu nous parles de l'OWASP. Ouais. C'est quoi ce machin là, l'OWASP? Je crois que c'est un top 10, c'est un truc sur YouTube. Comment ça se passe en fait? Open Web Security Platform. Je suis en train de chercher, hein, clairement je triche. Open Web Application Security Project, autant pour moi. l'OWASP est connu principalement pour des guides de c'est cette faille, elle s'appelle comme ça, voilà ce qu'elle implique, voilà comment on l'exploite, et c'était un peu sommaire à l'époque, mais ça s'est bien étoffé. Et en effet, ils ont sorti des top 10 sur quelles sont les failles les plus présentes ou fréquentes ou le plus souvent détectées, parce que c'est pas parce qu'une faille n'est pas détectée qu'elle n'est pas présente. Mais ils ont pris les pentests, les rapports, et ils ont essayé de faire un petit peu... Je vois le chat, il y a des bêtises, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, non, c'est juste des stats pour essayer de maximiser ses chances. Comme d'hab, hein, on est en pentest comme dans la vraie vie, on est en temps limité. Donc, il faut arriver à faire jouer les probas dans son sens. Donc, j'ai une appli de telle année, je prends le WASP de telle année qui dit que c'était ces failles-là les plus fréquentes. J'adapte un petit peu en fonction du framework. Et voilà, on avance. Et donc, c'est bien entre autres, un top 10 des failles web les plus classiques. Il me semble qu'ils avaient fait des projets pour faire des équivalents au WASP, mais sur les autres, sur de l'IoT, sur de la crypto, sur du Web3. J'ai pas les noms. Quand on regarde un petit peu entre guillemets, les méthodes pour découvrir des problèmes sur la partie web, on entend parler de temps en temps d'analyse de code statique, d'analyse de code dynamique. C'est quoi ces bestioles? Est-ce qu'on parle de la même chose? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va analyser le code, on va analyser le comportement du code quand il est utilisé de manière nominale ou presque. L'analyse de code statique, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Il y a les plus famous, même si c'est un peu ancien maintenant, il y avait Ripsec, du coup ils ont les nouvelles versions, qui faisaient super bien les analyses de PHP, et vu que le PHP fut un temps, c'était la majorité du web, ils avaient un monopole assez conséquent. Depuis, il y a eu des Sonar, il y a eu des Snyk, enfin il y a Snyk, il y a pas mal de choses, et il y a aussi des superbes alternatives open source du genre CodeQL pour Code Query Language, qui permettent de transformer le code, de parser le code et le mettre dans une base de données plutôt typée graph, pour qu'on puisse derrière sélectionne-moi toutes les fonctions qui prennent un paramètre utilisateur et finissent dans une requête SQL ou des choses comme ça. Donc on peut vraiment essayer d'extraire, pour les langages adéquats, une grosse partie des failles faciles à traiter, faciles à accéder. Ça prend un composant, donc bien sûr quand il y a plusieurs composants ou plusieurs services web, là on ne pourra pas tricoter autant, mais ça permet déjà d'enlever une grosse base. Et devinez qui ne supporte pas CodeQL? J'attends que vous le disiez. Voilà. Et ça a été jugé trop spaghetti, trop dur à faire, pas assez structuré, et voilà, ça c'est dit. Donc ouais, il y en a plein, il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc la partie plutôt dynamique, ça va être voir ce qui se passe au runtime. Donc par exemple, il y a énormément d'approches possibles, à commencer par remplacer dans le langage toutes les fonctions dangereuses par un log plus une fonction dangereuse. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir se balader sur l'application. Et dès qu'il y a un log qui est indiqué, si on a une donnée utilisateur qui se retrouve dedans, c'est fini. Derrière, un peu plus complexe, on peut avoir du tainting, où on va essayer au runtime de mettre, donc lors de l'exécution du programme, de mettre de la donnée utilisateur formatée particulièrement pour qu'on arrive à voir là où elle inonde dans le programme. Ou à la rigueur, de modifier le serveur ou le code serveur pour qu'on arrive vraiment à savoir par où ça passe, comment c'est géré. Et ça se fait aussi bien pour du web que par des outils comme Asana, très bas niveau, voire même kernel, Kasana, pour savoir où les bouts de mémoire passent, comment ils sont traités, comment ils sont modifiés. Et c'est très, très sympa. Et il y a le next level, l'exécution symbolique et concolique, où on va pouvoir mettre en équation tout le déroulé de notre programme. Ce qui fait que, à supposer qu'on dise voilà ton point d'entrée, petit exécuteur d'analyse symbolique, essaye de dérouler le programme, de tout mettre en équation,
et tu me dis quand tu arrives à atteindre telle fonction au hasard, hein, à exécuter une commande. Une fois qu'on a ça, on peut dire, bah voilà, pour exécuter une commande, je veux que le contenu de cette commande ce soit ID ou curl pipe sh quelque chose. Maintenant, pour avoir ça ici, qu'est-ce que je dois mettre en entrée? Et vu que tout le code, niveau soit assembleur, soit intermediary level, parce que c'est du Python, soit peu importe les spécificités de chacun, on peut détricoter pour savoir exactement quelle valeur mettre en input pour avoir notre exécution de code. Donc il y a vraiment plein d'approches et toutes leurs limites et toutes leurs facilités et les trucs plus poussés qu'on peut adapter. Et ça, c'est que ce qu'on fait sur le code, parce qu'après, c'est aussi intéressant de monitorer le système sur lequel tourne le code. Ouais, pour voir genre des écritures de fichiers, des accès à des zones de mémoire, des trucs comme Exactement. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de loguer tout ce qui se passe au niveau des syscalls, donc des appels système. Donc, lecture de fichiers, écriture de fichiers, ouverture de socket, envoi de données sur le réseau ou réception, temps d'attente, réallocation mémoire, parce que des fois, on peut peut-être provoquer un crash qui va faire redémarrer l'application. Moyennant le fait qu'on ait déposé un petit fichier au bon endroit avant, il va se faire charger. Sur un malentendu, ça chale. Alors là, tu vois, on vient de parler de ça et j'ai l'impression qu'on est monté d'un niveau directement. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est Ouais, non, réel, là c'est plus je suis parti de entry level jusqu'à très avancé pour la partie analyse de code, en effet. Ok, intéressant. Mais justement, j'ai une question là-dessus. Tu nous disais tout à l'heure, il vaut mieux connaître les classiques, au moins pour le début et pour pouvoir les cocher dans un rapport. Une fois qu'on connaît un petit peu toutes nos bases, est-ce qu'il vaut mieux progresser de front sur un peu toutes les vulnérabilités, ou est-ce que ça vaut le coup, par exemple, je sais pas, on parlait d'SQL injection, est-ce que ça vaut le coup de creuser à fond les SQL pendant, je sais pas, 1 an et demi, de devenir une brute dessus et le reste d'être très basique, genre OWASP tiers, ou est-ce qu'il vaut mieux progresser tout de front? Il y a des super articles sur le site Azeria Labs et c'est vraiment une mine d'or sur comment devenir expert sur un sujet en particulier. Il y a 2-3 articles qui vraiment sont des pépites sur les durées de travail, les sessions de travail, et ce site-là que j'affectionne particulièrement recommande de devenir très bon dans un domaine et ensuite de tisser des liens vers d'autres domaines pour arriver à ramp up, à skill up très vite. Je pense que ça marche pour beaucoup. Je pense que c'est nécessaire. Après, ça prend du temps. Ça prend du temps et le temps de faire une réorientation ou une formation, une entreprise peut ne plus avoir besoin de vous. Donc je pense qu'il y a quand même... C'est Azeria Lab le site. Endo. C'est quand même Azeria Labs, qui est à la base un site pour faire de l'exploitation ARM, là où personne ne savait en faire à l'époque. Peu de monde. Oui, non, si, voilà. À côté de ça, là où c'est bien d'avoir un sujet de prédilection et les autres en good enough, ou en tout cas qui montent vite en compétences, pour une entreprise, c'est quand même vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui laisse pas passer des trucs trop triviaux, surtout pour un pentest. On peut pas dire écoutez, on a laissé une injection de commande là-bas, par contre, on peut vous assurer qu'il n'y a pas d'injection SQL. Ça ne marchera pas. Donc il faut avoir des bases décentes un peu partout, quitte à avoir quand même un domaine de prédilection et étalonner après. Ouais, même quand tu es en junior, du coup, parce que tu vois, typiquement, là, moi, je suis en train de me mettre à niveau justement en web. Enfin, j'ai envie de me mettre à niveau en web parce que ça fait partie de 95% des premières missions du pentester, même si ça m'ennuie un peu. Du coup, j'ai peut-être la fausse idée qu'il faut pas que j'y passe ma vie non plus et que je sois assez efficient, que je fasse vraiment pile ce que j'ai besoin. Et dès que j'ai le poste et que ça suffit, je me casse vers autre chose, vers du TI ou quoi. Ça me rend très triste. Alors, c'est ma réflexion aujourd'hui. Peut-être que ça va me plaire et que je vais creuser, hein, je ne sais pas. Peut-être que je vais changer d'avis en cours de route. Est-ce que ça marche, tu penses aussi, quand tu es débutant ou... Parce que moi, j'ai peut-être l'idée, et peut-être qu'elle est fausse, que... Genre, tu vois, si je creuse à fond, je reprends les SQLI, par exemple, les injections SQL. Si demain, j'arrive sur une mission et qu'on me dit « Ah oui, mais de toute façon, il n'y a pas de base de données ici. » Du coup, le peu que j'aurais travaillé, ça ne me servira à rien, tu vois, donc... Ouais, mais c'est une semaine et une application qui a besoin de base de données, elle fera pas grand-chose au final. Non, je pense quand même qu'il y a des nécessités d'avoir des besoins, enfin des compétences décentes, on va dire médium partout. Et après, il y a forcément des choses qui te plairont plus sur la route. Une autre
autre manière de voir ça. J'allais prendre une comparaison, mais je pense que ça marche pas du tout. Ok, chacun sa manière de faire. Il y a des gens sur une plateforme de CTF, ils vont dire, bah écoute, moi je prends telle catégorie sur les XSS et je vais la aller de simple à ultra hardcore bypass DOM Purify avec DNS rebinding, ce que tu veux. Ok, très bien, t'es allé très loin, mais à côté de ça, si la personne ne sait pas faire grand chose d'autre, on pourra juste pas l'envoyer en mission tout seul. Quelqu'un qui a fait tous les challenges de base et médium sur à peu près les domaines, les classiques OWASP une fois de plus, ben, c'est quelqu'un qui est indépendant. Du coup, il va bloquer sur des problèmes, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on est entreprise, c'est pour ça que normalement on n'envoie pas un junior tout seul en mission. C'est pour que la personne soit efficace, abatte du travail, mais continue à monter en compétences tranquillou jusqu'à aller tabasser des failles un peu plus. Alors là, tu viens de nous expliquer qu'il vaut mieux avoir des compétences dans un petit peu toutes les failles qui sont disponibles pour nous sur le web. Est-ce qu'il faut agir de la même façon avec les outils, c'est-à-dire essayer de maîtriser pas mal d'outils, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de se focaliser sur 2-3 tools qui sont bien péchus, que ce soit Burp Suite ou ce genre de choses? Ouais, bon, il y a quand même quelques incontournables. Avoir un proxy qui fait bien le taf, Burp Suite actuellement, c'est incontournable, point. Il y a quand même des alternatives sympas qui sont en train de voir le jour. Je pense à Kaido, il y a Zap qui est là depuis très longtemps et qui est une alternative décente et gratuite, hein. Je pense d'ailleurs qu'il y a un petit complot où Porttrigger garde Burp Suite la Community Edition juste avec assez de fonctionnalités pour que ce soit un peu mieux que Zap et pas se faire manger de la part de marché, mais ça reste un move legit de la part d'une entreprise. Et il donne beaucoup quand même à la commune en termes de recherche et de partage, donc coup des neufs. Il y a d'autres incontournables en web comme les Nuclei, et il y a d'autres, et bien d'autres, et d'autres incontournables en AD comme les Impacket, les Crackmack Exec, et j'en passe. On a quand même besoin d'avoir certains basiques à la main. Une fois ça fait, là je parle pour de la presta, pour de l'entreprise, pour des choses comme ça. Si on a le meilleur outil, mais qu'on veut faire du bug bounty et que tout le monde a le meilleur outil, on va avoir 100% de duplicate et on fera 0 €. Point. Et donc, ça sert à rien d'avoir le même outil que tout le monde, à moins d'avoir vraiment une utilisation particulière ou avec une technique qui nous est propre. Mais souvent, ça va être un peu plus sympa de soit faire du manuel, soit avoir une automatisation aux petits oignons du futur et avoir passé extrêmement longtemps à le faire. Mais je pense pas qu'il y ait entre deux du genre juste il y a cet outil-là qui est public, que je maîtrise plutôt bien, donc ça a marché. Ça, c'était peut-être le cas au début, ou pour des programmes très frais, mais sinon très vite. Alors, on va revenir après sur le bug bounty, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je voudrais juste rebondir sur Burp Suite, parce que tu nous as expliqué qu'il y avait Burp Suite Pro, Burp Suite Community. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir Burp Suite Pro pour pouvoir évoluer correctement, que ce soit professionnellement? Alors là, j'imagine que c'est plutôt au niveau de ton entreprise. Mais par exemple, si je veux me lancer dans le bébé, dans le bug bounty, est-ce que j'ai besoin d'avoir Burp Suite Pro? Absolument. Non, il n'y a jamais besoin d'avoir un outil ou un autre. C'est un gain de temps, et pour les personnes qui l'utilisent bien, coucou à Gary et sa super formation, il y a des gains de temps énormes. Et bien sûr, quelqu'un qui fait du bug bounty, c'est soit parce qu'il aime et qu'il peut le faire avec les potes, soit pour la rentabilité et faire un max de thunes. Si tu veux faire un max de thunes, t'achètes un outil qui te fait gagner du temps pour 2000 balles à l'année. Il n'y a pas de question à se poser, tu le prends et c'est comme ça. Tu le passes en frais. Après, moi, il y a le côté un outil qui est trop présent dans le marché et qui est trop ancré, trop nécessaire et que tout le monde est obligé de le payer. Une fois de plus, ça m'embête. Donc, vu qu'il y a quand même des fonctionnalités assez ouf qui sont nécessaires, je pense là à l'intruder, au repeater, des choses comme ça, ça fait plaisir de voir qu'il y ait des outils, des alternatives autres qui sortent. Et donc, il y a pas mal de gens qui font leur petite tambour dans leur coin. Je suis en train d'avancer sur un fuzzer là qui refait en s'abstrayant complètement de Burp Suite certaines fonctionnalités. Il y a déjà tout ce qu'il faut en open source en termes de proxy. Il y a déjà tout ce qu'il faut en libre d'accès. Donc Burp Suite, c'est quoi? Burp Suite, c'est un proxy, repeater intruder, donc pour rejouer les requêtes, pour essayer de fuzzer des requêtes. C'est un collaborateur pour essayer de voir les interactions qui sont faites avec de l'out of band, donc un serveur externe.
donc que ce soit DNS, HTTP, FTP et autres, et 2-3 autres, et pas mal d'autres choses. Mais long story short, les features c'est ça. Proxy en open source, il y a tout ce qu'il faut. Fuzzer, il y a pas mal de choses pour du binaire. En web, ça manque un peu, mais il y a des choses à faire. Séquenceur, comparaison, je me demande si c'est même pas accessible dans la version gratuite de Burp, mais toujours est-il, c'est de l'analyse crypto, donc il y a des outils qui existent pour ça. Et pour la partie out of band, ben, il n'y a rien de vaut. De toute façon, le serveur qu'on va se prendre et se configurer soi-même, qui va coûter 3 balles par mois et qui va permettre de savoir si quelqu'un te tape, c'est ton serveur, donc tu sais exactement ce qui se passe et tu peux rediriger, interagir, modifier. Ouais. Juste, ouais, tu as prononcé un gros mot qui est out of band. Est-ce que tu peux juste nous expliquer le principe? Yes. Je sais pas si j'ai la bonne définition. Pour moi, le out of band, c'est juste quelque chose qui n'est ni moi, ni le serveur que j'attaque, mais qui est un serveur public sur Internet. Et quand on a ça, bah, c'est super nécessaire de pouvoir tester si, même si une machine ne peut pas sortir, par exemple, en TCP ou UDP. Si moi, je peux pas faire en sorte que... Si j'ai une exécution... si j'ai une exécution de commande, je sais que je peux faire, par exemple, dormir la machine une seconde ou des choses comme ça. Cool. Si j'ai pas le résultat de ma commande, je vais être perdu. Du coup, ça va être nécessaire de pouvoir la faire sortir en TCP ou UDP quelque part. Cool. Sauf que ça, bah, si ça a été acté que ça ne pouvait pas sortir vers le réseau ou sortir que sur certains ports particuliers ou que vers certaines adresses particulières, bah, je vais être un peu bloqué pour avoir le retour de ma commande et montrer que j'ai bien compris le système. Du coup, ça va être intéressant d'avoir le contrôle sur un serveur DNS pour essayer de faire fuiter par le DNS des bouts d'informations petit à petit et pouvoir récupérer la sortie de ma commande. Donc c'est bien d'avoir la main sur un serveur DNS, donc d'avoir acheté un nom de domaine, coûte 12 balles à l'année, je pense qu'en dans le pentest on peut se permettre ça. Et pareil, un serveur à 3 balles par mois ou des outils pour faire du forward et récupérer vraiment la donnée chez soi et faire ce qu'on veut avec après. Ouais, il passe par le même de 5 € par an pour un .fr, ça dépend des noms de domaine. Il y a moyen de s'en sortir à pas grand chose, il y a même du free tier, donc de la partie gratuite chez tous les cloud providers, que ce soit OVH, AWS et autres. Donc il y a moyen de s'en sortir pour 5 € par an pour avoir au moins un serveur distant atteignable et pouvoir être sûr d'avoir ou non une injection de commande. C'est quand même pratique. Ouais, c'est un moyen de vérifier si ce que tu as fait a réussi, même si tu ne peux pas avoir le retour directement. C'est nécessaire. Et là où j'insiste très souvent avec les amis ou élèves que j'ai pu avoir sur tester le DNS, et donc là on part un peu sur du plus avancé, c'est que même si une machine ne peut pas sortir sur Internet, par exemple on peut penser à une machine dans un Active Directory qui serait complètement loquée, ben elle a quand même le droit de faire la résolution des noms en interne, donc elle a un accès DNS. Sauf que quand elle va demander, tiens c'est qui ce DNS là, ben, elle va le demander au serveur, au domaine contrôleur, qui lui a aussi un serveur DNS, qui lui va faire sortir l'information en essayant de le dire je le connais pas, je vais le résoudre. Donc même dans des cas où on a accès à rien, on peut toujours se débrouiller pour faire sortir un peu de données. Et si ça marche pas, il y en aura d'autres. Et donc c'est nécessaire pour moi d'avoir ça. C'est pas que ce soit Burp ou en fait maison, c'est nécessaire. Il y a une question dans le chat qui est... Est-ce que tu conseilles des extensions particulières de l'App Store de Burp Suite en fait? Yes. Il y en a quelques-unes qui sont vitales. Je vais pas faire une liste parce que clairement ça dépend de quelle application on s'attaque et de ce qu'on veut lui faire faire. Mais dans les choses qui sont vraiment, vraiment nécessaires, la première c'est pour la sécurité de l'attaquant. C'est Logger++. Parce que quand on est attaquant et qu'on va faire des tests sur l'entreprise, même encore plus si on est junior, mais on n'est jamais à l'abri, si l'entreprise dit « Ah, vous avez tout cassé, vraiment, c'est la fin du monde », et qu'on pense ne pas être responsable, c'est super utile de pouvoir dire « Non, regardez, moi je faisais ces requêtes-là à telle vitesse, je n'ai pas envoyé de commande malveillante, enfin, j'essaie de prendre le contrôle du système, mais je ne me suis pas amusé à faire un remove récursif en production, quoi. » Pouvoir le prouver qu'on n'était pas en train de faire ça, c'est super important. Donc toujours conserver un historique exhaustif et chiffré de Burp et de son terminal et de son navigateur, c'est lifesaver. Potentiellement, ça en sauvera que 1 sur 1000 parmi vous, mais ça sauvera les miches de quelqu'un, je pense. Donc il y a ça, il y a Advertor, qui est incroyable.
Ça permet de mettre un petit peu comme des balises HTML dans le repeater, intruder et autres. Et par exemple, si je mets une balise donc ouvrante fermante avec du texte entre les deux qui s'appelle URL encode, les balises, ou base64 encode, ou base64 décode, ben on peut avoir, moi attaquant, modifier ma payload plain text, mais envoyer la payload qui a été nettoyée, encodée proprement. Donc le gain de temps est énorme. Donc entre ça plus quelques raccourcis, il y a moyen de faire des dingueries. Et les filtres se chaînent. Donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui va, à base juste de Agvertor et de tags chaînés comme on aurait dans une structure HTML, avoir un coup de chiffrement CBC qu'on met dans de l'AES, qu'on va URL encoder, puis base64 encodé, puis base32 encodé. Et moi je modifie juste ma payload et j'ai besoin de refaire le script à chaque fois. C'est du scripting Python, mais sans Python. Sinon il y a les paraminers. Celle-là, la lancez pas forcément en prod parce que ça blast beaucoup, mais ça trouve des paramètres inutilisés, ça trouve des headers, des paramètres inconnus, ça trouve des headers inconnus. Il y a /powerhead scanner qui est incroyable aussi, parce qu'un backslash, suivant dans quel contexte on est, que ce soit une page, un template, suivant le langage dans lequel on est, ça va pas être analysé de la même manière, et donc juste en sprayant des backslash un peu partout dans l'application, on peut commencer à avoir une idée, donc en sprayant 1, 2, 3, 4, parfois chaînés, de combien de niveaux de processing sont faits sur un même input utilisateur. Donc on peut essayer de commencer à faire des suppositions sur le comportement de l'application, sur qu'est-ce qu'elle fait, sur quel type de données elle manipule, et plus. Est-ce qu'il y a une part de guessing dans le métier? Parce que, bon, tu es un grand fan de fuzzing, ce que je peux comprendre à 100%. Mais est-ce que c'est par l'expérience que tu vas arriver à te dire, oh, là, il y a quelque chose, il faut que je creuse plus avant là-dedans? Ou est-ce que c'est vraiment juste ta méthodologie qui va faire que tu vas avancer? Il y a un entre-deux. Au début, on lance des trucs basiques et puis en black box et on voit des stack traces, on se dit ah tiens ça fait ça. Et petit à petit on se dit ouais mais en mettant des choses un peu plus spécifiques. Donc là je parle d'un pentest classique. En mettant des choses plus spécifiques, on a plus d'informations qui sortent. Et puis plus ça va, plus on se dit ouais mais quand même ça fait maintenant 2 ans que je mets des apostrophes et des guillemets dans des champs. Ça pourrait être sympa que quelque chose le fasse à ma place parce que c'est chiant. Donc là, on commence à développer un petit peu d'automatisation, un petit peu de fuzzing. Bon, il y a quand même vachement plus que des côtes, donc on se met à mettre plein de types de payloads différents. Sauf que plein de payloads sur plein de paramètres, sur plein de pages avec plein de verbes, bah, c'est un produit en n fois, enfin n puissance n quoi. Ça ne peut pas aboutir, donc il faut savoir se dire quel type de données malveillantes je vais mettre dans quel type de paramètres, en le formatant comment, en l'encodant comment. Et donc ça, c'est clairement, il faut en avoir bouffé un certain temps pour affiner l'approche et savoir qu'est-ce qu'on met. Par contre, un fuzzing bête et méchant, ça se fait bien et c'est pas fuzzing ou lecture de code. C'est commencer un fuzzing et le laisser tourner gentiment parce que ça va prendre un fuzzing un peu exhaustif, ça se termine jamais. C'est jamais exhaustif. Mais le temps qu'on fasse ça, on peut soit commencer à analyser les crashs, soit essayer de lire la structure du code, donc savoir comment le routing est fait, savoir quels paramètres sont pris en compte, savoir ce genre de choses-là, pour améliorer le fuzzing et voir là où les choses peuvent mal se passer. Parce que suivant comment une application va être faite, on va pas du tout essayer de la chatouiller de la même manière. Donc là, tu commences à tanguer dangereusement vers de l'automatisation, j'ai envie de dire. Un peu clairement. Ouais. À quel moment on s'y met à faire ça justement? Parce que là, tu disais, tu vois, mettre des quotes et des backslash dans des champs. Littéralement sur l'OSCP, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Non, Ça suffit, good enough. Je caricature, mais good enough, effectivement, ça suffit. Ça suffit, n'empêche que pendant l'examen, j'ai eu une box 100% web à faire. Il y avait plein de choses, et j'ai trouvé plein de choses à la main en faisant des quotes et des backslash. N'empêche que j'ai pas fini la box, tu vois. Donc, est-ce que le next step, justement, c'est de l'automatisation, c'est du tooling, c'est du dev, de script, d'outils, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu d'avoir passé le stade junior et limite d'obtenir les outils de senior au-dessus de nous? Tout dépend de ce qui t'a manqué. Ce qui t'a manqué, c'est trouver le point d'entrée avec le petit comportement bizarre. Et du coup, c'est que ça n'a pas assez couvert d'endpoint ou de crawl, ou pas assez de formulaire, ou pas assez d'énumération. En ce cas, il va falloir automatiser plus. Après, si ce qui t'a embêté, c'est la partie exploitation, il faut un peu plus essayer de comprendre ce qui est fait en back-end, voire même essayer de recréer un back-end minimaliste
pour reproduire le comportement que tu vois et voir quelle serait la payload fonctionnelle. Voire te dire, bah tiens, c'est tel framework en face, je le je le re-setup en local pour tester avec de l'introspection et des outils pour voir ce qui se passe niveau syscall et autres et autres. Et là, vraiment comprendre ce que tu fais et pouvoir avoir la bonne payload pour que quand tu retournes sur ta vraie cible, bam, ça passe tout seul. Donc ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Et une fois que tu arrives sur des phases d'exploitation qui sont pas triviales, tu en as qui nécessitent à leur tour de l'automatisation. Et là, on pense, moi j'ai pu le faire en JS, mais on peut que penser à notre poda favori qui a pris Python et les SSTI, les template injection, et qui a dit bon, c'est bien, on en trouve toujours à la main, mais on met notre vie. Donc on va essayer d'automatiser un parcours en profondeur pour trouver de manière exhaustive tout ce qui peut mener vers des built-in Python dangereuses. Donc vraiment, il y a des gens qui viendront jamais au tooling, jamais à l'automatisation parce que ça leur va et qui sont très manuels et que si ça marche comme ça, pourquoi s'embêter? Et il y a des gens qui en ont marre de mettre des côtes parce qu'ils savent pas où mettre les côtes, donc ils en mettent partout. Moi, et qui en ont marre, donc j'automatise. Tu vois, typiquement, je reprends cet exemple de SCP. Là, j'avais une contrainte qui, moi, m'a cassé les pieds. C'est que j'avais pas le droit d'utiliser les outils d'automatisation classiques, tu vois, donc interdit de SQL Map, pas le droit à TPL Map non plus. Pourtant, j'avais... Bref, je vais pas donner les détails parce que ça fait partie de il y avait tout ce qui... Mais Est-ce voilà, que le droit à ces outils personnels pour cette certif, pour le SCP? certainement. Je veux dire, j'aurais fait un petit bout de code, tu vois, en Python qui allait chercher... Ouais, mais un petit bout de code, c'est pas comme si tu avais 10 ans d'expérience et que tu avais fait un auto-pawn et quand tu arrives en OCP, tu fais // et c'est que tes outils à toi. Ça, ce serait refusé. Ouais. Et ben, j'aime pas cette certification. non, je peux que comprendre. Ils veulent vérifier si quelqu'un a la capacité de le faire en un temps donné. S'il y a un outil magique qui permet de tout le faire, ben on va embaucher l'outil, on va pas embaucher le gars. Donc c'est compliqué. Après, ouais, c'est une posture de flic. C'est un peu dommage, mais on peut pas empêcher les gens de se passer des outils les uns les autres. Si quelqu'un dit qu'il a fait l'outil, à moins de pouvoir le prouver et qu'il y ait tous les commits à son nom depuis des années sur un truc public, tout peut être falsifiable. Donc moi, c'est aussi une des raisons qui fait que ça m'agace. Je m'étais déjà posé la question de me dire, quand même, ouais, SCP on pourrait, mais jusqu'où va l'hypocrisie? Si tu fais l'OSWE, qui est donc boîte blanche, lecture de code, t'as le droit à il faut que tu lises tout le code. S'il y a des millions de lignes, ça a aucun sens. Si tu es quelqu'un qui va juste lire du code et que tu arrives dans une entreprise où on te dit, bah tiens, review c'est 4 millions de lignes, tu sauras pas utiliser les outils, donc ça n'a pas de sens. On peut pas. Enfin, à côté de ça, si tu as un outil qui juste te dit la faille c'est là à 100%, il y en a qui sont assez puissants, bah l'OSW ne sert plus à rien. Donc c'est du best effort. L'OSW, je sais pas, ouais. Après l'OSCP, c'est vrai que SQL Map, tu vois, typiquement, bon, bah, si tu peux casser tous les endpoints et comment dire, faiser tous les trucs un par un. Enfin, ouais, bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais. Je sens un petit peu de sel. Un petit peu. Ok, très bien. Non, je suis même à mort. Comme tu disais tout à l'heure, tu mets des côtes un petit peu partout, tu sais pas trop où il faut aller, donc tu fais ton automatisation, etc. Yes. Alors c'est un problème qui est assez commun à pas mal de gens. Niveau méthodologie, comment tu construis ça? Comment tu t'organises? Est-ce que tu as des ressources à nous indiquer? Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Sur comment organiser quoi? La méthodologie, en fait. Quand tu fais ta recherche de vulnérabilité sur du web, comment tu organises ton truc, en fait? Tu pars pas en live et puis tu dis, vas-y, j'envoie tout en même temps. Non, en effet, on peut pas faire ça. À mon sens, il y a... Bon, déjà, on va de toute façon, tout le long de la recherche, itérer sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que j'aimerais faire à l'application. Ok, je contrôle un peu plus. Est-ce que contrôler ce paramètre, ça me permet pas d'exposer des nouvelles pages, donc des nouveaux formulaires. Donc vraiment essayer d'augmenter un maximum tout ce qu'on peut feed à l'application qu'on veut tester. Comme ça, on pourra mettre du fuzzing. Est-ce qu'on fuzz tout de suite? Pas du tout. Parce que si on fuzz tout de suite, on n'a pas mis en place l'introspection. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans le langage d'intéressant. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'outil sysdig pour que tous les syscalls soient logués et qu'on me dise, tiens, il y a un fichier qui est écrit, il y a un fichier qui est chargé, il y a des envois sur le réseau, il y a des sockets qui s'ouvrent. Ça, je log tout pour pouvoir faire des greps. Et du début de la recherche jusqu'à la fin, j'essaye de ne jamais supprimer
ce genre de choses. Parce que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, le comportement que j'ai eu il y a 2 semaines, ce serait quand même cool de pouvoir revenir dessus. En plus de ça, il faut quand même avoir un lab, parce que pour faire de la recherche, faut avoir quelque chose à attaquer. Moi, ce que j'adore faire de ce côté-là, c'est avoir un Git par projet de recherche. Dans ce Git, il y a un Docker Compose, donc pour avoir plein de petits containers qui démarrent et qui s'arrêtent, avec un qui me permet de regarder le contenu de la base de données. Merci à ceux qui mettent dans le chat les liens. Un qui permettent d'avoir les Dockers qui se redémarrent quand ça crache, parce que si je veux que ça fuzz pendant une nuit et que ça crache au bout de 20 minutes, c'est fâcheux. Donc ça, c'est déjà des gros gains de temps. Il y a une strat que je trouve géniale, mais je me suis fait incendier pour ça. C'est de faire en sorte que tous les volumes, donc le file system utilisé dans les Docker, soit local, avec le driver local. Donc en fait, plutôt que d'avoir des volumes qui vont être mis dans var log sur la machine haute, ils vont tous être mis dans le répertoire local. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fini ma session de travail, je fais un gros chmod 777 des familles, j'ajoute tout ça dans Git, commit push et je pars. Et si je veux bosser d'un deuxième laptop 2 jours plus tard, je pull Docker Compose up, tout est fonctionnel. Si je me rends compte que j'ai complètement pété mon état actuel parce que l'application était en carton, je peux juste faire un check-out et revenir de session avant, 2 jours avant, où je peux y avoir plusieurs branches, et ça je le fais pas mal aussi, avoir une branche par scénario d'attaque tenté. Comme ça, on peut voir dans quel état était l'application quand on a laissé, dans quel état elle était un peu avant. Normalement, si on a les logs sysdig et j'en passe, les logs du fuzzer, on peut savoir qu'est-ce qu'on a fait entre-temps. Donc, on peut mettre un petit coup de l'historique bash. Essayer d'avoir un maximum d'observabilité, essayer d'avoir un maximum de rejouabilité, parce que, pareil, si on a une requête qui a fait... ça m'est déjà arrivé de me retrouver 2 jours plus tard avec un log qui sort de nulle part qui dit le commande machin est invalide. Je me dis, mais attends, mais machin, c'est Sulf, c'est le nom du fuzzer que je développais. Ça veut dire que j'ai un peu de mes données à moi qui ont réussi à atteindre l'injection de commande. Merde alors. Et j'ai essayé de tout regarder, tout analyser. Est-ce que c'est parce que j'avais modifié quelque chose ou pas? Je sais pas. Juste me suis raté et j'ai pas pu retrouver cette exécution de code. C'est quand même con. Donc, lessons learned, toujours tout loguer, essayer de tout conserver, toujours pouvoir refaire des greffes et pouvoir revenir à un état passé. Et du coup, la question c'était est-ce qu'il y a un plus X pour les logs pour les fichiers de log, quand je disais le chmod dans le répertoire de recherche, c'est pas pour les fichiers de log, c'est pour tout le contenu des Docker, donc tous les fichiers, que ce soit PHP, JavaScript, Lua et autres, tous les avoir. En fait, souvent dans les Docker, c'est un lab, on veut un truc rapide, donc ça va être en user root. Donc si on ne fait pas ce chmod pour rendre tous les fichiers lisibles, on ne pourra pas les lire et donc pas les ajouter sur le host dans le répertoire Git. Donc on pourrait mettre juste un chmod A plus R, whatever. Donc tu pars sur sysdig, une fois que... Ou autre outil d'introspection. Parce que ça fait pas d'introspection. Et ensuite, tu attaques ton fuzzing. Ensuite, j'attaque le fuzzing en faisant une première passe sur les URL, donc en ayant essayé d'extraire un maximum de mots-clés des sources de l'application. Donc pas les sources juste git clone et ensuite je fais des greps avec des expressions régulières pour extraire les mots. Il faut avoir cloné l'application, l'avoir fait démarrer, parce qu'il y a plein de choses qui vont se faire à l'install et au runtime. Et une fois qu'on a généré tous ces mots-clés, faire une énorme liste de tout ce qui est alphanumérique, plus des underscores, plus des tirets, etc. Et ensuite faire une passe pour voir qu'est-ce qui réagit en tant que chemin d'URL, qu'est-ce qui réagit en tant que paramètre en get, en tant que paramètre en post, en tant que paramètre dans un blob JSON. Donc là, on commence à unveil, à un peu révéler une partie de la surface d'attaque. Une fois qu'on a ça, on peut essayer de faire une grosse passe sur les headers, voir s'il n'y a pas moyen d'injecter des choses, et voir, en se mettant en écoute côté applicatif, suivant les headers que j'envoie, comment est-ce que le reverse proxy, donc ce qui est devant l'application, va les analyser ou nettoyer ou pas nettoyer avant de les donner à l'application. Parce que potentiellement, on peut faire croire à l'application qu'on est déjà dans le même réseau qu'elle et changer la méthode, où il y a plein de dingueries, toujours. Donc voilà, ça va essayer de savoir qu'est-ce qui réagit, les chemins d'URL en premier, les paramètres getPost en deuxième, JSON si c'est de l'API based, ensuite les headers pour pas passer à côté de quelque chose, et une fois qu'on a tout ça,
là, on sait un peu quelle surface d'attaque on faisait, et on va se poser la question de quel payload on génère et à quoi on s'attaque. On ne mettra pas les mêmes payloads, que ce soit du Java, du PHP, du Golang. Et là, j'ai parlé de get, post, put et autres. Il faut aussi faire les méthodes HTTP. Il faut aussi faire est-ce que faisant HTTP 1 ou HTTP 2 donne la même chose. And more, and more, and more. Tu as parlé de prendre un VPS tout à l'heure pour pas grand-chose, avoir un nom de domaine pour pas grand-chose, créer un labo offline avec des VM, un Docker, enfin ce qu'on veut, du Git. Est-ce que VM pour du fuzzy Excel, non. C'est pas faux. Surtout sur du code PHP qui est lui-même déjà très lent. Surtout dans un Docker, avec ou sans Docker, c'est un lab, donc si on n'a pas mis un FPM, on a un simple server, donc c'est du single thread. Et on sort sa casquette de SRE et on essaye de faire une petite appli, que ce soit sur sa machine, si on a une grosse machine qui tourne tout le temps, ou cloud, si on veut que ça puisse faire, même quand l'humain va se coucher. Et on toule, on code, on passe des nuits. Ou à la rigueur, on fait juste de la lecture de code manuel et on essaie de taper là où ça fait mal avec un peu plus d'intuition. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas one way. T'as pas envie de faire du web maintenant? En vrai, si. En vrai, si. Comment dire? Je suis très très attiré par le côté Pwn, en fait. Donc je pense que si je l'aborde de la même façon que j'aborderais du Pwn, je pense que ça peut m'intéresser. Il faut peut-être que je me... Et donc, tu abordes du Pwn en faisant du fuzzing plus que de la lecture de code? Ouais, je sais pas, je suis pas assez avancé. Ok. Ouais. Après, vu que j'ai fait très peu de dev, tu vois, pour l'instant, même si tu me donnes un code vulnérable, je vais pas forcément voir les problèmes de l'appli en Pwn, tu vois, même si j'ai quand même quelques bases, donc oui, c'est plus du fuzzing. Ouais. Mais après, tout est lié. Hein. On a déjà fait des missions web en terminant avec une exécution de code à distance, parce que derrière, il y avait une vieille lib pour un format de fichier particulier qui était maintenu par deux devs. Donc, on compile, on lit le code, on la fuzz, on a un crash et ça se termine en Pwn binaire pour une machine web. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que derrière, c'était full Golang, Kubernetes et on n'avait rien. Donc, il y a toujours des mailles auxquelles se rattraper. Des fois, c'est le Pwn. Ok, ça m'intrigue, très bien. J'aimerais revenir un petit peu plus sur toi. Comment c'était un Laluca junior? T'as fait quoi comme parcours pour justement dans tes premiers mois, première année? Première année pro du coup? Ouais, vraiment sur le pentest web, ouais. Yes. Concrètement, les 6 derniers mois d'école d'ingénieur, c'était un stage à Datadog aux États-Unis, au New York, pour faire de la sécurité offensive en théorie. Le test d'entrée, c'était une petite application en Python éclatée avec des failles ultra basiques. Je fais, super, je connais la sécurité, je fais le rootme. Allez, laissez-moi rentrer. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, on m'a dit, donc après 3-4 mois d'entreprise, donc en anglais, bien sûr, ok, cool. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour aider la sécurité de l'entreprise? Comment tu contribues à la sécurité de l'entreprise? Moi, j'ai dit, non, moi je sais faire un petit peu casser des applications web. Vous avez une entreprise avec 2000 employés, du Kubernetes, du Kafka, des stacks. Je ne comprends pas ce qui se passe. Au secours. Je dis, ouais, non, mais oui. Et qu'est-ce que tu fais pour aider la sécurité de l'entreprise? Donc voilà, c'était un peu malvenu, un peu malaisant. Et donc, il y a eu des gros chocs. Et donc, suite à un retour en France, pas pour ces raisons-là, mais plutôt c'était pas vraiment de l'offensive que je faisais, mais plutôt de la revue de code ou... je sais pas, c'était un peu flou. Donc, je préfère rentrer, je rejoins l'Exfo et là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer des brutasses. Clairement, je suis arrivé du genre, je reviens des États-Unis, je suis bon en sécurité à rootme. J'avais un melon comme ça et je me suis cassé les dents sur un melon en pierre. Parce que là-bas, les gens à l'Exfo sont extrêmement compétents, vraiment. Il y a du partage de connaissances, mine de rien. Même si j'ai eu un peu de mal à m'intégrer parce que j'avais justement un melon. Donc ça n'aide pas. Et quoi? Non, les débuts, pour moi, ce qui a le plus marqué la partie début dans le monde pro du Lalu Junior, c'était le moral. Le moral, parce que c'est vraiment un milieu dans lequel on part de « Ah, super, j'ai cassé une production en 2 heures le lundi matin, je suis un dieu ».
à ne rien trouver pendant 1 ou 2 mois parce que c'est le début du confinement, malgré des missions et juste vouloir essayer de faire ses preuves, mais tomber que sur des audits pas ouf, d'y mettre un temps colossal et de ressortir rien. Et être encore en période d'essai. Et donc là, tu te dis, putain, est-ce que c'est ma place? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici? Bah, bof. Et vraiment, pendant même une fois la période d'essai est passée, il y a quand même eu beaucoup de temps de ah, je suis trop fort, ah, je suis qu'une merde. Et ça, je pense que c'est assez dur d'y couper quand on est en début de carrière dans un milieu qui nous force à ce point-là à être en confrontation avec des gens meilleurs que nous, en attaque comme en défense. Et ça se pique. Ça pique. T'as dit quelque chose qui m'a étonné un peu et ça a tiqué aussi sur le chat. La Lucas avec un melon. Je t'avoue que j'ai du mal à imaginer. T'as pas l'air capable de prendre le melon, tu vois. C'est chouette. Non, si. C'est pas à moi d'en juger non plus, mais je pense que ça a dû se ressentir à une époque. Parce que je m'étais pas mal cassé sur Rootme, donc j'avais fait ça. Plus tard, il y a eu un pétage de Rootme, mais ça c'est quand même nettement plus tard. Je sais pas, quand tu revendiques des choses, comment dire, c'est un peu. J'étais parti principe, parce que depuis tout petit. Ok, très longtemps, dans le début de la Sécu, je voyais les gens du top Rootme comme des dieux, parce que je savais rien faire. Tu vois des gens qui ont 8-9 000 points, et toi, t'es bloqué avec ton pauvre 400, et tu te dis, mais bon, c'est un peu naïf, c'est un peu jeune. Et quand t'arrives parmi ces gens-là, et que t'as mis, je sais pas, 1 an, 2 ans, le temps qu'il faut, tu dis, bon, en vrai, je suis un boss. Et puis ensuite, t'arrives dans la vraie vie et tu fais, rendez-moi mes dents, au secours, ça pique. Donc non, il y a clairement eu un début où tu passes du gros poisson dans une petite bassine à petit poisson dans une grande bassine. Est-ce que déjà tu saurais dire à partir de quand est-ce que tu qualifies quelqu'un, à partir de quel moment en fait on n'est plus junior et on passe dans le côté un petit peu plus confirmé? Et question fusionnée, qu'est-ce que ça serait pour toi un junior parfait, tu vois, en fin de parcours junior, qu'est-ce que ça serait le junior parfait en termes de compétences et de personnalité? Le junior parfait, qu'est-ce que c'est? Le junior parfait, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va apprendre, qui n'a pas un melon comme j'ai pu avoir du coup. Quelqu'un qui est... J'ai envie de dire, je mettrais plus d'importance sur le côté humain que sur le côté tech. J'ai dans les potes des gens qui sont pas forcément ultra pertinents en tech, mais à côté de ça, c'est tellement un bonheur de bosser avec eux que être le senior, c'est ok, c'est juste viens, on va faire un bout de chemin ensemble et puis on va faire des trucs sympas. Et tant que l'autre est là, qui prend des notes, qui essaye d'apprendre et qui se dit pas juste c'est cool, je suis avec un senior, je vais regarder comment il fait et en le regardant assez, ça va rentrer. Non, ça marche pas. Mais tu vois que l'autre est motivé, qu'il essaie de pratiquer, voire même le must, c'est la mission est terminée et tu rentres chez toi et 1 heure plus tard tu reçois une question qui dit quand tu faisais ça là, c'est quoi le truc que tu faisais parce que j'essaie de reproduire chez moi et ça marche pas. Tu reçois ça, tu te dis mec, je vais t'aider, attends, je t'appelle, viens on fait un zoom ou autre chose. Donc ça ce serait le junior parfait. Et quand est-ce qu'on est plus junior? Deux réponses. Petit 1, c'est qu'on est éternellement le junior des gens qui sont plus compétents que nous. Donc clairement connaît des brutasses et je pense que eux aussi se pensent encore juniors par rapport à d'autres. Donc chacun a son milieu de compétences. Et quand on devient un peu plus autonome ou on se rapproche du senior, c'est quand on va moins demander de l'aide à quelqu'un, mais essayer vraiment de se poser pour résoudre son problème et attendre que les gens aient des problèmes pour se proposer et être là. Ça veut pas dire avoir la réponse à tout. Ça veut dire se mettre dans la posture de déjà j'ai fini mon taf donc je suis pas complètement là en retard et j'ai envie qu'on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble et d'avancer. Et un autre truc qui est assez caractéristique des seniors, et ça il y a un Twitcher, Primejan, qui a fait une super vidéo là-dessus aussi, trop de projets, trop d'idées tout le temps. Un senior c'est quelqu'un, si c'est un senior qui a une famille, il faut mettre l'IRL devant, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un senior qui est tranquille dans sa vie et qui aime bien la tech, c'est surprenant que cette personne n'ait pas 15 000 projets dans une to-do list et pas le temps de les faire, mais qui passe quand même du temps. L'avoir l'envie de faire sans qu'il y ait de besoin et d'over-engineer des trucs, parce que pourquoi pas, c'est marrant, pour moi ça caractérise pas mal.
Si tu as tous ces projets dans ta to-do list, maintenant que tu es pro, il y a quand même pas mal de débouchés qui s'ouvrent à toi entre le bug bounty, le pentest en interne, le freelance. Parmi toutes ces débouchés, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu une liste des avantages, des inconvénients de toutes ces ouvertures? Waouh. Alors c'est complètement confidentiel parce que j'ai 2 collègues qui nous regardent. Non. Je peux faire ça. Je peux faire ça, clairement. Le bug bounty, d'ailleurs, on a Yann Zax qui vient de parler, on est dans le chat, qui nous a rejoint en pro parce qu'il était le meilleur bug hunter qu'on ait vu, donc on l'a invité à nous rejoindre. Concrètement, il y a le pentest, j'en suis venu parce que c'est extrêmement, je pense, pertinent pour être confronté à plein de technologies différentes avec une cadence assez soutenue, mais c'est pas de tourpeau. Vraiment, faut avoir les nerfs un peu solides, je trouve. Donc, ouais, voilà, ça gagne, ok. Après, ça dépend toujours de Paris, pas Paris, comment on négocie son salaire. Est-ce qu'on a assez de visibilité pour essayer de se la jouer rockstar? Parce que c'est juste un débat, quoi, c'est une négociation. Pour la thune et les conditions de travail. Donc forcément. Il y a la partie bug bounty qui peut être sympa pour des gens qui sont en freelance. Mais ça, il y a vraiment 2 cas très très tranchés. C'est soit quelqu'un qui est ultra bon en manuel et qui va trouver des bugs que personne d'autre ne trouve, soit quelqu'un qui est extrêmement pertinent en automatisation et qui a une automatisation du futur qui fait que même vous, moi, si on veut s'y mettre maintenant, même moi qui aime beaucoup coder, je pense que mon automatisation serait pas assez pertinente pour arriver à la rendre rentable. Donc il y a deux profils, il y a un peu de tout, il y a des gens aussi juste qui sortent de on sait pas où et ça marche. Tant mieux pour eux, cool. Il y a la partie client final. Travailler en client final, c'est un peu un luxe, je trouve, parce que c'est des collègues actuellement très chouettes, mais ça dépend de la boîte, je pense. C'est une stack sur laquelle on a le temps de vraiment, une stack technique, sur laquelle on a le temps d'apprivoiser et de comprendre suffisamment pour vraiment aller chercher des trucs super loin et sortir des bugs ou des processus de hardening que personne n'aurait pu voir avec une semaine, parce qu'un pentest en une semaine, on enlève la surface. Mais ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de repasser sur des frameworks que j'avais testés une semaine ou 2 dans le passé. Tu remets 2 semaines, tu retrouves des bugs. Tu remets 2 semaines, tu retrouves des bugs. Donc au final, quand les clients le peuvent, quand les sociétés le peuvent, avoir une équipe sécu interne qui essaye vraiment de comprendre ce qui se passe, dépatouiller et donner des guidelines pour que sur le long terme ça s'améliore, je pense que c'est faire de la sécurité qui a du sens. Et c'est pour ça que j'en suis là. Sinon, j'aurais pas fait le move. Et c'est aussi nettement plus vivable parce que c'est de la pression. Le pentest, c'est de la pression. C'est un rapport, c'est des attentes de résultats à chaque fois, fin de semaine. Quand on est chez le client final, le client, il nous a embauchés parce qu'il savait que c'est pas une boîte de presta où on est embauché et on est vendu au client et derrière, tant que le contrat est là, il n'y a pas de problème. Quand on est chez le client final, on met les mains dans le cambouis, dans l'infra et on va même essayer de l'améliorer. Donc si la personne n'était pas un bon investissement, elle n'aurait pas été recrutée au début. Même si on ne parle pas de rentabilité ou pas, c'est juste quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait sur la tech de l'entreprise. Donc c'est moins de stress. C'est moins de stress, clairement. Et la partie freelance, last but not least, la thune, la rentabilité, clairement. Mais il y a des contraintes en plus. Il faut aller trouver ses propres clients, il faut avoir de la visibilité, il faut avoir des assurances parce que si on fait du pentest et qu'on coule une boîte qui fait, qu'on coule ainsi qu'on tombe, même 1 heure, 2 heures, un site qui fait 20 millions par mois, ça fait beaucoup de sous à sortir pour 2 heures d'indisponibilité. Et il faut avoir une assurance. Et du coup, les assurances cyber, pour ceux qui font le vrai move d'en prendre, ça coûte une... Voilà le panel. Après, il y a beaucoup d'autres choses, je pense, mais ça serait une deuxième vidéo. Et les CVE, ça rapporte la recherche de CVE ou pas du tout? Je sais pas. Moi, quand je trouve des bugs, on me dit laisse-nous tranquille, ou on me dit merci, voilà 50 € pour ces 3 RCE. Donc je sais pas. Non, concrètement, je suis clairement salé. Mes disclosure process, je cherche toujours quelqu'un qui serait prêt à team up avec moi pour que je lui donne mes bugs et qu'il ou elle fasse la remontée proprement.
parce que c'est chronophage et que c'est chiant et que ça se passe jamais comme j'aimerais que ça se passe. Même en faisant des demandes au mitre, des fois c'est ignoré pendant 2 ans. Ensuite, je refais une demande au mitre, on me dit que je suis duplicate moi-même alors qu'il n'y a pas eu de CVE. J'ai les pires anecdotes, il n'y a rien qui va. Donc clairement, trouver des bugs, oui. Voilà, comme le dit NdoSH dans le chat actuellement, ma dernière disclosure de CVE, je dis bon, ben voilà, on peut avoir j'ai pas de compte. Il y a 2 softs. Il y en a, on peut aller de j'ai pas de compte à je suis full admin. Et full admin sur cet outil-là, ça veut dire vraiment pouvoir fin d'entreprise. Et le deuxième, c'est un shell root. Mais on m'a dit non, c'est pas un bug. Donc c'est pas un bug, c'est ok. Ah. C'est ok. This is fine. Non, c'est pas un shell root, c'est un shell en tant qu'un user, mais c'est un shell. C'est moche. Et la recherche de CVE, ça s'articule comment dans ton boulot? Je veux dire, c'est quelque chose que tu dois faire à ton avis, ou est-ce que c'est vraiment accessoire, c'est pour ton plaisir? À mon sens, c'est pas quelque chose que je dois faire, mais c'est quelque chose qui est pertinent. Je vais pas aller chercher des CVE, mais je vais chercher à comprendre vraiment comment certains composants de notre infrastructure fonctionnent. Par exemple, je vais juste regarder ce qui est au cœur de notre infra, ou ce par quoi tout transite, ou ce qui est le plus utile ou le plus frontal, le plus exposé. Et l'idée, ça va pas être de dire je veux un bug ou je veux une CVE. L'idée, c'est je veux faire un setup, faire un lab, voir à quel point c'est pertinent, fiable, sécurisé ou daubé le cas échéant. Et si c'est, peu importe la conclusion, si c'est quelque chose qui est sécurisé, on est rentable sur montant à mois. On sait que c'est béton, qu'on peut s'investir dessus, que c'est viable long terme. Si c'est daubé, on sait qu'on le dégage. Si c'est entre deux, qu'il y ait eu un bug ou pas, qu'il y ait eu des CVE ou pas, s'il y a des suspicions de j'ai pas pu creuser assez, mais je sens que ça sent un petit peu la faille de ce côté-là, on va sortir des best practices pour essayer de redonner et que bug ou pas, ce soit pas atteignable. Donc je pense vraiment que, outre la recherche de CVE et de bugs, la partie trouver qu'est-ce qui peut aller bien ou mal, capitaliser sur ce qui va bien et redonner ce qui va mal avant que ça se passe mal, je pense que ça se défend. Et c'est sympa à faire. On va dire que t'as ton boulot depuis un petit bout de temps déjà, t'as des bases qui sont solides, t'as fait un peu de pentest, un peu de tout, t'as fait plusieurs boîtes, on va dire. Techniquement, ça va être quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que, à ton avis, il faut aller chercher en termes d'expertise technique? Il y a la partie, il y a 2 choix, 3 choix suite à ça. C'est soit j'aime bien le client final chez qui je suis, donc j'y reste, je me pose pas de questions et c'est pépouze, tranquille. Soit je veux vraiment brasser de la thune et être hyper autonome, donc c'est freelance, et essayer d'enchaîner un peu des missions et ça peut vraiment brasser très vite. Quand on voit comment la CS2I se gave, voilà, il y a moyen de faire en une semaine ou 2 ce que vous faites en un mois normalement, quoi. Mais niveau technique, tu creuserais quoi? Ça va être quoi ton arme justement pour aller vers de la seniorité, tu vois, et... Ah, tu voulais dire pas point de vue carrière, plutôt point de vue... Ah ok, ouais, j'avais point complètement à côté, autant pour moi. Ouais, on va sur du meilleur tooling un peu plus poussé. On va sur des approches différentes. Je disais que la partie Dependency Confusion m'a juste régalé parce que c'est des prismes un peu novateurs sur comment attaquer, pas en frontal, mais en second order un petit peu. Donc c'est des failles plus chaudes à trouver. Et je trouvais ça très stylé. Il y a toujours des vieux tromblons d'attaques à ressortir. Il y a eu je sais pas le nom, mais une attaque sur la non-randomisation des ports côté réponse DNS qui sert un peu de source de vérité pour savoir qui donne la bonne réponse. Et ça, si c'est mal randomisé, on peut attaquer directement, spoofer une réponse DNS. Et il y a des gens qui ont... Kaminsky attaque, de mémoire. Il y a des gens qui ont ressorti ça sur les résolveurs DNS utilisés en interne pour du Kubernetes, du Docker, des choses comme ça. Et ils ont revive des attaques, mais qui viennent de nulle part. Donc, soit aller creuser dans le passé et voir ce qui se faisait et comment on pourrait le mettre au goût du jour, soit voir des technos différents, des angles d'approche différents, soit automatiser plus, soit aller se taper à des gros frameworks qui ont été audités plein de fois, par exemple. C'est quand même super sympa d'avoir une petite faille dans un WordPress, Joomla ou autre. Ça reste du PHP, il y a toujours moyen. Pour quelqu'un qui se donne le temps, il y a toujours moyen. Et sinon,
Quoi d'autre essayer, ouais, de gagner un peu plus en automatisation, qu'il y a tellement de steps manuels que je fais, qu'il y en aura toujours, hein, parce qu'il faut fine-tune à chaque fois, mais je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un système un peu plus holistique, un peu plus sympa. Sans forcément parler uniquement de la partie technique, Mmh. aujourd'hui, un bon pro de la sécurité, pour toi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme compétence en plus de la technique? Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? Hem, en gros, est-ce qu'on va, prioriser, on va dire, pour une embauche ou dans une équipe, heu, comme disait Shutdown, un ayatollah de la sécu qui parle à personne? Est-ce qu'on a besoin vraiment de personnes qui communiquent bien ou des personnes très expertes sur un sujet? Ou alors des gens qui sont bons un peu partout? Est-ce qu'il y a des, comment dire, des profils, tu vois, comme ça, qui sont recherchés? Ou est-ce que, au final, c'est un peu un puzzle que l'entreprise va jouer? Ça dépend de pour quel rôle, ça dépend de pour quelle entreprise. Là, je vois Yanzax qui a tout dit clairement en premier, care, il faut que ce soit si c'est quelqu'un qui veut améliorer la sécurité de son entreprise, avoir le rôle du flic qui dit: «C'est bien, c'est pas bien», ça marchera pas. La personne va se faire ghoster, vivre sa pire vie et se faire virer au bout de quelques temps parce que ça s'intégrera pas avec les équipes. Donc il faut avoir un côté un peu, bienveillant. Heu, Faut avoir un côté un peu pointilleux parce que si on est bienveillant, bah, l'autre dit: «Ouais, je vais le faire» et au final, c'est pas fait et donc si tu pas là à fact-checker, à vérifier, ben, ça marchera pas. Le côté pro, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup et qui est toujours présente, c'est: «On peut enfin, one can trust and fact check». C'est OK de faire confiance aux gens. C'est pas parce que je ne fais pas confiance à quelqu'un que je vais pas avoir besoin de fact-checker ce qui s'est dit. Le nombre de fois où moi je vais enfin je veux dire, j'ai fait des pen tests, un certain nombre et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise: «Tu as fait ça?» et j'ai dit: «Oui». J'ai dit: «Tu as fait ça, tu es sûr?» J'ai dit: «Oui, j'ai fait, j'ai passé du temps dessus, j'ai testé cette faille-là sur tel endpoint avec tel paramètre, je suis sûr qu'il y en a pas». Et le pentester qui dit: «Bah, c'est con parce que moi j'ai l'exploit et il marche, et tu te sens con». Mais en fait, c'est pas parce qu'on est persuadé de quelque chose que c'est vrai et donc c'est pour ça que le rôle, de la team sécu, c'est d'aller fact-check tout ce qu'on pense, tout ce qu'on prend pour acquis. Tiens ça, mais ça c'est pas exposé, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas exposé sur internet. Bon, bah, on se met, en dehors du VPN, on fait un curl. Ah! Ah si, c'était exposé et tout le monde pensait que c'était pas exposé et on fait avancer les choses. Donc ouais, j'essaie de réfléchir un peu à ce qui pourrait compter, mais faut que ce soit quelqu'un ouais, ça non, ça va vraiment trop dépendre du rôle que la personne a dans l'équipe. On n'attend pas les mêmes choses d'un manager, d'un team leader, d'un sapeur-pompier, de la cyber ou de la tech qui va juste intervenir à chaque incident. Pour terminer, on pourrait parler un petit peu des CVE, parce qu'a priori, tu as quand même pas mal creusé cette Pas section-là. beaucoup de CVE, hein. J'ai pas mal de bugs trouvés, mais en CVE, j'ai que dalle. Ça C'est, prend en fait, du je ça prend pense que du temps. c'est une déformation, parce qu'en fait, j'ai vu tes présentations où tu faisais les 1000 CVE en 1 heure et RCE, les RCE, RCE. Ah, c'était les RCE. RCE, 1001 RCE, Les 1000 et pas 1000 1001 RCE. CVE. Moi, j'ai dû en avoir 3, 4 peut-être Très bien. sur, beaucoup de bugs. Si Euh, quelqu'un alors, appelle dans le chat si des gens ont envie de faire, de la remontée de CVE. Je suis même prêt à donner on fait un test avec une ou deux, si c'est bien fait, je suis même prêt à rémunérer. Genre, ce serait cool d'avoir, tous les bugs que j'ai pu trouver qui soient vraiment répertoriés quelque part, mais c'est trop chronophage. Je veux dire, si je fais ça, je fais plus de tech. C'est chiant. C'est très chiant. Très bien. Et bah, venez pinguer en DM, ceux qui disent oui, moi. Twitter, DM Twitter. Sur ces histoires de CVE, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire de CVE? Comment est-ce que tu as fait pour, en gros, tout le process, hein, choisir l'application que tu avais envie de casser, un peu le processus de recherche jusqu'au moment où tu as essayé de disclose et tu n'as pas été payé donc? Concrètement, c'est la bad expérience dont je parlais tout à l'heure où c'était Spip, bien joué les gars dans le chat, où j'ai faisais mes premiers faiseurs et je me suis dit bon bah super, il me faut une cible de test. Bon bah RootMe a un Hall of Fame, donc je vais essayer de tester sur eux. Ok, et on avance un petit peu et je trouve des XSS, je me dis ah super, et je creuse un peu et un peu plus et un peu plus. Et au final, il y avait à boire et à manger pas parce que c'est mal parce que c'est du mauvais code, juste parce que c'est PHP et que ça a été fait à une époque où il n'y avait pas les mêmes préoccupations, on va dire, et que ça a du mal à évoluer parce qu'il y a tellement c'est dur de faire évoluer un framework, c'est très dur. OK. Encore plus quand c'est bénévole. Et du coup, quand même, la partie responsable disclosure, première déclaration à Mitre,
pas de réponse. Puis peut-être 6 mois après, une réponse qui me disait on a bien pris en compte, faut que maintenant quelqu'un acknowledged, dise oui en effet il y a eu ce problème-là. Ok, qui je sais pas. J'en parle un peu avec Poda, comme par hasard, qui me dit ah si mais attends en fait ça c'est simple, il faut juste que quelqu'un acknowledge, mais quelqu'un ça peut être ton site à toi sur internet qui dit j'ai trouvé ça et voilà comment j'exploite. Donc j'ai validé moi-même ma CV en disant regardez j'ai mis les détails là-bas, qui a pas beaucoup de sens mais admettons que j'avais déjà les détails dans le rapport initial, mais admettons. Ce à quoi ils m'ont dit ah le numéro de CVE n'est plus attribué. Je fais, ah c'est chiant. Du coup j'ai refait une demande de CVE où on m'a dit ah tu es duplicata de toi-même. On m'a dit non c'est pas attribué. On m'a dit si tu es voilà, moi dans ma vie administrative, c'est comme ça à chaque fois, donc j'arrête. C'est voilà. Et donc au final, j'ai fini par me dire, écoute, c'est pas grave, j'aurais pas de CVE. C'était à la base dans mes résolutions, je pense 2019 ou 2020, en me disant, allez cette année, j'essaie de faire mon premier truc. Elle est arrivée, je pense en 2021 ou peut-être même 2022, du genre, hello. Sauf qu'en fait, on m'a pas dit qu'il y avait de CVE, je savais pas. C'est juste que je m'amusais à regarder un peu les sites que j'ai, référencement, SEO, voir où ça en est. Donc j'ai fait des dorks en regardant mon site. En regardant mon site, moins Twitter, moins les sites des copains, moins machin, en essayant d'extraire un peu. Et au bout d'un moment, je tombe sur CVE Detail. Je fais tiens, qu'est-ce que ça fout là? Et en le lisant, je fais oh, merde, j'ai une CVE depuis 6 mois et je le sais pas. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est beau et triste et chiant à la fois parce qu'en soi, on peut faire notre taf de pentester parce que c'est un peu classifié, ordonné. Et même moi, quand j'essaie de faire bien les choses, se passe pas comme prévu. Hein. Un sujet qu'on n'a absolument pas abordé, mais qui est crucial, que tu as mentionné tout à l'heure, c'est la veille techno. Comment est-ce que tu t'y prends et en tant que professionnel de la sécurité web, qu'est-ce que tu nous recommandes comme site ou choses à suivre et niveau outils? Il y en a beaucoup trop. Ça se fait avec le temps, hein, bien sûr. Je pense que j'ai une liste de 3000 favoris dans mon navigateur, et heureusement que c'est synchronisé pour savoir quels sont les sites, les outils, les technos, les guides, les bouts d'informations à différents endroits. Je m'étais posé la question d'open sourcer ça à l'occasion. Pas forcément, de toute façon, les liens meurent, j'ai pas mis ça dans WebArchive, c'est structuré ghetto un peu, mais ça pourrait. Mais ça ferait one more book Actrix, donc pas sûr que ça ait de la valeur. Pour structurer sa veille techno, j'aurais tendance à dire que suivre des gens ultra passionnés sur Twitter et demander aux gens qui suivent, enfin, en prendre 2-3 que vous aimez bien, regardez qui y suivent et essayer de faire le tri. Et faire comme ça, tisser sa toile et voir un peu ce qui se passe. Après, il y a pas mal de grands noms qui vraiment valent la peine, mais il y a la commu française, il y a la commu anglaise, ça fait déjà beaucoup. Après, on n'a pas forcément les mêmes frameworks suivant les pays. Moi, je m'étais amusé à aller choper des chercheurs. C'était quoi? C'était chinois et pas coréen, vietnamien. Chinois et vietnamien, et il y a des dingueries qui sont écrites et qui sont ni indexées ni accessibles avec nos mots-clés. Donc ça vaut le coup des fois d'essayer de traduire dans une langue particulière parce qu'ils ont beaucoup de framework là-bas et d'aller chercher avec les mots-clés en thaïlandais pour avoir les bons sites, les bonnes docs, et ensuite faire la traduction de l'article dans la langue anglaise parce que c'est le mieux géré. Genre il y a vraiment de tout. Veille techno, oui, il faut en faire. Je pense que une demi-heure, 1 heure par jour, c'est pas déconnant. De juste lecture, hein, je parle, pas de poker les outils, ça c'est autre chose. Et c'est nettement plus chronophage. Mais je pense que c'est nécessaire. Enfin non, c'est nécessaire et je pense qu'il n'y a pas de one way facile en disant juste prenez cette liste et suivez ces gens et ça va bien se passer.